10 janvier 2020 à Ille-sur-Tête, à côté de Perpignan. Donc déjà, je tiens à dire une chose d'emblée, c'est que c'est le premier livre en français qui traite des superloges, c'est-à-dire la franc-maçonnerie qui est secrète, tellement secrète qu'elle est même inconnue des loges dites régulières. Donc c'est véritablement un sujet qui est neuf, qui est inconnu je dirais du grand public, mais aussi des spécialistes de la franc-maçonnerie. Rien n'a été écrit sur les superloges. Alors je vais expliquer comment ce travail a pu exister. Donc c'est tout l'objet de ma conférence. Que sont les superloges, leur puissance, leur nombre, leur influence dans la politique. Donc c'est toutes ces choses-là que l'on va défricher. Mais avant, c'est la coutume. Ce qu'on fait, c'est on prend une minute de prière et on attaque. Voilà. Alors, notre Père, Fils et Notre Saint-Esprit, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jésus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. La prière des francs. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui pour servir d'instrument à votre divine volonté dans le monde, et pour le triomphe et la défense de votre Sainte Église, avez établi l'empire des francs. Éclairez toujours et partout leurs fils de vos divines lumières, afin qu'ils voient ce qu'ils doivent faire pour établir votre règne dans le monde, et que, persévérant dans la charité et dans la force, ils réalisent ce qu'ils auront vu devoir faire par notre Seigneur Jésus-Christ, vrai roi de France. Amen. Père du Fils, et soit-il. Amen. Donc, ce travail existe, je dirais, par un concours de circonstances. C'est un Italien, Joel Magaldi, qui n'est pas n'importe qui, qui devait succéder au grand maître du Grand Orient d'Italie, Gustavo Raffi. Donc, Gustavo Raffi avait été grand maître du Grand Orient d'Italie de 1999 à 2014, et il avait prévu de mettre Joel Magaldi comme grand maître du Grand Orient d'Italie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que, de toute façon, dans les loges, il y a des divergences. Là, c'est une divergence où on ne connaît pas réellement le fondement, mais le résultat a été 5 livres de volume important, on va dire de plus de 500 pages chacun, et seulement le premier livre est paru. Alors il est paru en 2014 dans une maison d'édition maçonnique qui s'appelle Chiarelleter, une maison d'édition maçonnique milanaise. Et donc Magaldi fait des révélations sur ce qui est complètement inconnu, comme je vous disais, dans le monde de la franc-maçonnerie, par les francs-maçons eux-mêmes, et par les spécialistes de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire les superloges. Donc Magaldi écrit là-dessus, et on pense qu'il y a 4 intervenants qui livrent donc des informations, et vous allez le voir à travers cet exposé, de choc véritablement, et on va en venir même, ça je le dis pour créer un peu le côté croustillant. Récemment, on a entendu parler, par exemple, des Black Rock, vous savez, à propos des pensions de retraite, et vous allez voir ce qu'il y a derrière. C'est quelque chose de très gratiné, et ça, on le comprend par les révélations de Magaldi. Alors, Magaldi a écrit 5 volumes, un est paru, les 4 autres, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, et donc c'est paru dans la maison d'édition maçonnique Chiarelleter. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas destiné au grand public, c'était seulement destiné au public maçon. Et ce qui se passe, il y a toujours des curieux. Là, en l'occurrence, c'est un spécialiste de la franc-maçonnerie, un catholique traditionnel, c'est des vacantistes, c'est-à-dire anti-Vatican, qui s'appelle, qui est le docteur Johannes Rothkrantz en Allemagne, qui parle italien, et qui a pris ce premier volume, et qui en a fait une étude, avec 8 ou 9 planches, on va dire, chacune de une centaine de pages, on va dire. Et moi, je repasse derrière, parlant italien et allemand,
pour prendre le travail de Rothkrantz, qui a analysé ce qu'a écrit Magaldi, qui quelquefois peut même le contredire ou l'appuyer, mais en tout cas, comme c'est quelqu'un qui est un spécialiste de la franc-maçonnerie catholique traditionnelle, on a un travail qui, in fine, est excellent. Est excellent en termes de révélation. Je dirais, on a affaire à des scoops incroyables. Donc moi, voilà, c'est le travail que j'entreprends. C'est ce travail de traduction, parce que véritablement, grâce en amont au travail de Magaldi, ensuite à ce travail d'analyse, de traduction et d'analyse en allemand du docteur Johannes Rothkrantz, on comprend beaucoup de choses, alors vraiment, sur ce qui se passe dans le monde actuel. Alors, inutile de dire, mais je vais quand même le dire, hein, que les informations, les grands médias sont très loin de la réalité qui est exposée. Et là, on va découvrir un autre monde tout à fait croustillant, véritablement. On va voir qui fait la politique. Donc Magaldi démontre que derrière les coulisses du pouvoir, les superloges opèrent une nouvelle dictature, tout en feignant d'établir des régimes progressistes. Alors, on est en pleine actualité des Gilets jaunes. Ça, on va dire que c'est une conséquence, c'est-à-dire de la politique qui est menée. La politique qui est menée a pour but, effectivement, ça a été lâché, mais par plusieurs auteurs, hein, il y a une volonté d'amener les populations vers une dictature mondiale. C'est le travail, je dirais, c'est le processus de la démocratie. Hein. Comme on dit, au début, il y a les démons menteurs, après viennent les démons tueurs. Donc maintenant, on va passer à la seconde étape, celle des démons tueurs. La démocratie a servi à défaire les peuples d'une autorité légitime, c'est-à-dire le roi et Dieu. Une fois qu'on a renversé l'autel et le trône, le peuple est complètement désarticulé. Il est libre d'entendre tous les mensonges qui les mènent, effectivement, malheureusement, à sa perte. Et donc là, on est dans ce processus, à l'heure actuelle, d'hommes politiques qui créent des crises pour appauvrir les peuples, puisque l'économie est une chose qui est complètement fabriquée. On le voit avec la Chine, qui a été fabriquée dès les années 50 par des mensonges pour attirer des investisseurs, etc., etc. On crée l'économie que l'on a envie de créer. Là, à l'heure actuelle, cette logique, c'est la destruction, on peut dire de l'Europe, mais aussi du monde entier, hein, pour amener à une dictature mondiale. Donc les Gilets jaunes sont aux prises avec cette réalité, hein, bien entendu, mais encore faut-il avoir cette analyse véritablement à la source pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, pour les superloges, pour bien comprendre l'importance de ces superloges, la superloge, par exemple, Joseph de Maistre, avait été créée en 1917 en Suisse par Lénine. Et Lénine s'était appuyé notamment sur l'aide d'autres superloges, notamment une qui s'appelle la superloge Der Ring, hein, qui veut dire en allemand l'anneau. Enfin, c'est son nom, hein, c'est pas une traduction, c'est son nom. D'ailleurs, Lénine considérait les autres francs-maçons comme des idiots. C'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il avait compris il était l'artisan, hein, entre autres, un des artisans des superloges, et il savait très bien que, plus que quiconque, que l'autre maçonnerie c'était le pantin, quoi, on va dire. Le pantin articulé par les superloges. Et aujourd'hui, en franc-maçonnerie, on ignore complètement les superloges. D'où l'intérêt de ce travail de traduction, parce que c'est en train d'éclairer beaucoup de choses. C'est une première, hein, je le répète, hein. Même les spécialistes en franc-maçonnerie ne connaissent pas les superloges. Alors, Lénine, pour véritablement montrer l'influence, Lénine crée la superloge Joseph de Maistre en 1917, mais vous avez par exemple un homme comme Berlusconi, qui n'est pas rien, hein, qui on peut dire était président du Conseil italien, le premier ministre italien, qui a voulu adhérer à une superloge, et on lui a refusé l'entrée, parce qu'il n'était pas assez élitiste.
Donc on voit véritablement qui fait la politique. Je vais y revenir encore. La chancelière allemande Merkel a voulu par exemple adhérer à la loge Dering, à la super loge Dering. Elle a été refusée. Alors que son ministre de l'économie Schäuble y adhère. On voit bien, véritablement. C'est-à-dire que ces gens-là peuvent être des talmudistes, pour parler d'une manière avec des termes choisis, mais ce ne sont pas eux qui font la politique. Ce ne sont pas eux qui font la politique. Dans le second tome, là, qui va paraître... non, dans le troisième tome que je suis en train de traduire, on parle... donc, Rothkrantz et Magaldi écrivent que même sur Hollande, il y a eu des pressions très fortes pour que il obéisse, voilà. Donc les hommes politiques ne sont rien. Les présidents ne sont rien du tout. Ça, il faut en avoir bien conscience. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec la franc-maçonnerie, et bien, ça, on est obligé de le dire, hein, on est véritablement dans le sommet de la hiérarchie de Satan. Vous avez notamment deux hommes, ça, qui l'évoquent. C'est Don Luigi Villa, qui était le fils spirituel de Padre Pio, qui travaillait dans les années 50 au service de renseignement du Vatican, qui a véritablement attaqué l'église de Vatican II, hein, s'il a véritablement dit. Ça, on va y revenir, parce que les superloges sont implantées dans Vatican II. Vatican II, ce n'est pas l'église catholique. Hein. C'est tout sauf l'église catholique. Et ces papes ne sont pas des papes. Ce sont des satanistes. C'est exactement ce qui a été dit à la Salette en 1846. Voilà. Oui, je reprends. Donc, Don Luigi Villa explique très clairement que ce n'est pas n'importe qui. Hein, c'est un homme, le fils spirituel de Padre Pio, placé au service de renseignement du Vatican, qui dit que le démon apparaît en personne. Alors, sous quelle forme, ça, c'est encore autre chose, mais apparaît en personne, par exemple, au Rothschild, et que les ordres sont transmis ensuite via des superloges, via, etc., la paramaçonnerie, etc., les Illuminati, et in fine, donc, la maçonnerie régulière et les hommes politiques. Alors, il y a aussi, lui le dit, il y a William Guicard, qui est un officier de la marine canadienne, hein, qui a écrit Les pions sur l'échiquier, qui dit la même chose. Et on trouve aussi comme ça des témoignages très clairs qui vont dans ce sens-là, comme le grand prêtre allemand des années 20, Franz Spirago, hein, qui a écrit des catéchismes, ou d'autres qui disent que réellement le démon apparaît, donc je vais un peu vite, je suis désolé sur ce volet-là, qui apparaît dans les loges maçonniques. C'est-à-dire que si en fait il apparaît, hein, et vous avez les apparitions de la Sainte Vierge, donc il y a bien les apparitions du camp adverse. Et là, c'est véritablement, le démon apparaît dans les loges. Donc j'explique ça d'une manière, on va dire, très succincte. Je passe dessus rapidement, tout simplement pour dire que la franc-maçonnerie, comme le dit Pike en 1871, donc ce général sudiste, ou comme le dit encore Weishaupt, le secret de la franc-maçonnerie, c'est, entre guillemets, l'adoration à Lucifer. La franc-maçonnerie, ce n'est pas autre chose. C'est la hiérarchie de Satan. Et toute. Seulement, le Lucifer, hein, c'est le prince du mensonge, donc il avance avec différents visages. Mais la volonté de la maçonnerie, donc des superloges hein, qui sont au-dessus, c'est la destruction, quitte à utiliser, donc je vous mets l'eau à la bouche, le terrorisme, etc. Ce qui n'empêche qu'il peut y avoir des surprises, on le voit avec les gilets jaunes. Il ne maîtrise pas tout, le bon Dieu a toujours ses surprises. Donc, on le voit par exemple avec Karl Marx, qui était un adorateur de la déesse Shiloh. Ça avait été révélé par un pasteur à l'époque, dans les années 50, en Roumanie, le pasteur Wurmbrandt, qui a fait de la prison, etc., qui a véritablement dit que Marx était effectivement sataniste. Et c'est la même chose, bien entendu, pour Lénine. D'ailleurs, le mausolée de Lénine est bâti selon le temple de Satan qui a été découvert en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, à Pergame. Voilà. Donc je fais comme ça un débroussaillage rapide pour, avec des flashs, montrer que la franc-maçonnerie est satanique. Ne vous faites pas avoir là-dessus. Sur un coup simple, on va dire. Donc, les superloges, oui, juste une chose, à propos de Lénine, donc il est sataniste, il crée, donc je reviens sur ça, la superloge Joseph de Maistre, alors que Berlusconi est interdit de superloge, c'est pour dire véritablement que c'est très influent, et
Lénine, donc, finance la rénovation de l'immeuble du Grand Orient de France, rue Cadet. On voyait les liens entre quelqu'un qui va créer une super loge et qui, en même temps, avec le Grand Orient de France, a des accointances, on va dire, à tel point qu'il finance la rénovation de l'immeuble. Donc on est quand même dans quelque chose qui se tient, c'est une hiérarchie véritablement. Hiérarchie du mal. Mais comme c'est créé par Satan, bien entendu, tout ce qui est l'œuvre du malin, de Lucifer, connaît des divisions. C'est-à-dire que les superloges sont divisées. Il y a une guerre entre les superloges, il y a deux fractions. On va dire qu'il y a une fraction qui passe pour être progressiste, et l'autre qui passe pour être, on va dire, autoritaire, voilà. Mais les deux travaillent pour l'instauration de l'antéchrist. C'est le but. D'ailleurs, c'est l'analyse de Rothkrantz, c'est ce que ne dit pas Magaldi, mais Magaldi n'a pas cette vision, on va dire, théologique. C'est ce qu'explique Rothkrantz, il dit, le docteur Johannes Rothkrantz, il explique que c'est une chance que nous donne notre Seigneur, la division de ces superloges, parce qu'elles travaillent à être unies, elles n'y parviennent pas, parce qu'il y a des différences de culture, de plein de choses, bien entendu. Les hommes restent les hommes. Et quand elles vont réussir à être unies, c'est là où il y aura, on peut le penser, réellement l'antéchrist. L'antéchrist. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Et pour ne pas précipiter les choses, je pense qu'on a quelques années encore devant nous de relative tranquillité. On le voit parce qu'on est dans une période, mais ça, je fais une aparté, où il y a beaucoup de conversions encore. Il y a une politique mondiale qui est menée. Il y en a qui pensent à Trump, par exemple. Je m'aventurerai pas là-dessus parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances à ce sujet, mais on peut penser qu'il y a comme une prise de conscience du monde et des surprises qui naissent par la volonté du bon Dieu. Quand je parle de Trump, pourquoi? Tout simplement parce que il semblerait qu'en termes de pédosatanisme, à Hollywood notamment, on ne s'est jamais autant suicidé que depuis l'investiture de Trump. Dieu merci, ça fait plaisir de voir que des pédosatanistes se suicident. L'histoire Epstein n'aurait pas existé, bien entendu, sous les Clinton, d'après Springmeier, qui est spécialiste au monde du satanisme, une prêtresse satanique, enfin bon, le Pizzagate, tout ça, on a compris ce qu'il y avait derrière. J'ai même fait un article sur mon site Profide Catholica, où j'explique que Clinton serait certainement atteinte de la maladie de Kourou, qui est une maladie qui est incurable. Vous voyez comme quoi là aussi le bon Dieu agit. C'est-à-dire que c'est une maladie qui s'adresse spécialement aux gens qui sont cannibales. Et ça c'est ce qu'explique bien Walt Disney. Le summum, on va dire, du satanisme, c'est le cannibalisme. C'est logique, hein? Donc, Magaldi, voilà, mène ce travail, qui est un travail véritablement passionnant, parce que c'est là où je vais... on comprend toute la politique qui est menée. Et d'ailleurs, on peut penser que les 4 autres volumes ne sont pas parus, parce que... très certainement, voilà, comme le premier volume a été pris et analysé par quelqu'un qui ne faisait pas partie de la franc-maçonnerie, pour être colporté, on va dire, à tout le monde catholique, ou enfin à tout le monde, on va dire. Je pense qu'il est fort possible que les Magaldi ou les autres ont arrêté ce travail de publication. C'est une possibilité. Alors, il y a 36 superloges. Alors, les noms, c'est la Golden Eurasia, Parsifal. Juste une parenthèse, Parsifal, c'est une superloge à laquelle adhère Merkel et à laquelle appartenait la grande sataniste Blavatsky. Valhalla, Der Ring, Joseph de Maistre, on en parlait, Atlantis Athea, Edmund Burke, Ferdinand Lassalle, Hathor Pentalpha, c'est l'avant-dernière loge qui a été créée par la famille Bush, c'est une superloge dissidente, je vous expliquerai pourquoi. Free Rise, Pan Europa, Compass Star Rose, Gebura,
Guebrois est surtout implanté au Vatican. Léviathan, Montesquieu, Tao Lodge, Babel Tower et Newton Keynes. Et on y retrouve aussi Arjuna Phoenix. Alors, ça c'est assez intéressant pour Arjuna Phoenix. Elle a été fondée en 1904 en Inde par le très célèbre, comme on dit, combattant de la liberté. Moi je rajoute le pédophile. Gandhi, qui fut initié en 1894, Gandhi, dans la super loge Thomas Paine. On retrouve aussi une super loge qui s'appelle Christopher Columbus, donc Christophe Colomb, qui existe au moins depuis 1960. On retrouve aussi encore une super loge, alors ça c'est un clin d'œil du bon Dieu, qui s'appelle Simon Bolivar, qui s'adresse surtout, on va dire, aux francs-maçons d'Amérique du Sud. Et je dis que c'est un clin d'œil du bon Dieu. Donc celle-là aurait été créée en 1970. Donc c'est tout l'intérêt. Pourquoi on connaissait ces super loges, les dates de fondation, etc. Parce que Magaldi en fait avait les dossiers, enfin certains dossiers. Et il a travaillé avec d'autres, notamment Frère Chronos. Et d'après la description de ce Frère Chronos, il s'agirait du plus grand conseiller de la politique américaine, c'est-à-dire Brzezinski. Donc il y a des éléments de choc. Alors cette super loge, elle est assez intéressante parce que c'est la super loge Simon Bolivar. Bolivar est effectivement un grand franc-maçon, mais il fait partie de ces francs-maçons qui se sont convertis au catholicisme. D'ailleurs, il disait une chose: j'y rencontre dans les loges beaucoup de dupes idiots. Vous voyez, un peu comme Lénine. Hein. Il disait que la franc-maçonnerie, c'était on va dire une conjuration, une association d'idiots. Quand on est grand franc-maçon, on a bien compris que la franc-maçonnerie régulière, ce sont les larbins, en fait, on va dire. Ce sont enfin, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Ensuite, concernant les adhérents, donc comme on est en haut de la pyramide, il est bien évident que dans les super loges, il y a beaucoup moins de monde que dans les loges. Alors on pense que Rothkrantz a étudié ça. Il pense que d'après ce que donne Magaldi, il pense que le nombre maximum de membres dans une super loge, donc je répète, il y a 36 super loges, notamment depuis 2008, puisque la dernière, c'est MAT, M2AT, elle a été créée en 2008, c'est-à-dire les premières ont 100 ans, centaine d'années, et la dernière, c'est celle-là. C'est la super loge MAT. Donc on pense qu'en tout, il y a 12 000 super maçons, des gens certainement plus importants que Berlusconi, et dans les loges ordinaires, dans le monde, hein, je parle dans le monde, il y aurait 7 millions de francs-maçons. Toutes loges confondues. Hein. Donc ça, c'est pour avoir une idée. Les super loges dirigent la politique américaine. Enfin, entre autres, hein, mais la démocratie américaine, c'est véritablement une démocratie satanique. Il faut revoir qui est par exemple Benjamin Franklin, qui a été le principal rédacteur ça j'en parle dans certaines de mes vidéos ou sur mon site Profide Catholica. Ça a été le principal rédacteur de la démocratie, de la Constitution américaine. Et on retrouve chez lui, à Carven Street, en Angleterre, des cadavres d'enfants, quand ils ont fait des rénovations, des trucs comme ça. Et il adhérait, et ça c'est même sur le journal, sur l'hebdomadaire Time, anglais ou américain, je sais pas, excusez-moi. Et la question c'est, Benjamin Franklin est-il sataniste? Parce qu'en fait, il appartenait au Hellfire Club. Il y a plein de choses comme ça. Et en plus, vous retrouvez des cadavres dans les fondations de sa maison. Donc, ça préfigure, on va dire, entre autres, ça c'est que la démocratie américaine, hein, comme la démocratie française, bien entendu, comme toutes les démocraties, est véritablement satanique, parce que le but de la démocratie, comme je vous le disais tout à l'heure en image,
c'est nous avons les démons menteurs, après les démons menteurs, ça c'est ce qu'on dit en démonologie, donc je le répète pour que on comprenne bien. Après les démons menteurs, il y a toujours les démons tueurs. Ça c'est une règle du ciel, c'est comme ça. Donc la politique américaine est complètement entre les mains véritablement des superloges, ce qui n'empêche pas peut-être des surprises. Alors il y a des présidents américains qui n'ont pas été francs-maçons et encore moins des supramaçons des superloges. Ils étaient complètement étrangers aux superloges. Alors c'est le cas par exemple d'Eisenhower, de Kennedy, de Jimmy Carter, de Nixon, de Ronald Reagan, selon les sources de Magaldi. Hein. Mais ce qui n'empêche que ces hommes politiques, s'ils ne sont pas francs-maçons, ils ont leur vice-président, qui eux appartient effectivement aux grandes loges, aux ourloges, aux superloges. Hein. Aux loges, superloges, c'est la même chose. Donc, c'est le cas par exemple de Nixon, qui était contrôlé par son vice-président Gerald Ford, qui appartenait à la superloge Free House, et son ministre des Affaires étrangères, Henry Kissinger, qui appartenait aussi à la Free House. C'est-à-dire qu'il était complètement cerné, quoi. Jimmy Carter, qui était contrôlé par Brzezinski. Alors Brzezinski, hein, je vous parlais de Berlusconi, qui ne pouvait pas durer à une superloge. Brzezinski appartient à 3 superloges. Vous en avez qui appartiennent à 6, 7 superloges. Brzezinski, par exemple, appartient à Free House, Lux ad Orientem ou Janus. Ronald Reagan, lui, par exemple, était contrôlé par Bush père. La famille Bush est très importante aux États-Unis. Et je vais y revenir là aussi. Normalement, l'histoire de Trump, je dis ça avec beaucoup de prudence, hein, je ne m'investis pas pour Trump, hein, on se comprend bien, mais c'était le pion, l'outsider, ça je vais bien l'expliquer tout à l'heure, qui n'était pas attendu. Et il était là pour contrer, Brzezinski avait prévu Trump pour contrer le frère de Bush qui se présentait à la présidentielle de 2016, Jeb Bush. Ils appartiennent tous à la superloge, au moins à Tor Pentalpha. Voilà, ça aussi, je vous dis, on va y revenir. Alors, il y a aussi Clinton, qui n'a jamais été franc-maçon, mais qui appartient à 4 superloges. C'est-à-dire, quand il est devenu président, ça c'est toute la force des superloges, il se passe véritablement des initiations des loges. Ce n'est pas les loges qui commandent. Les loges, je le répète, ce sont les larbins des superloges, à tel point même que pour dire la stupidité des francs-maçons, c'est qu'ils ne connaissent même pas leur maître. Donc Clinton lui appartenait par exemple à 4 superloges, Compass Star Rose, Free Rise, Janus et Matt, dès qu'il a été investi à la Maison Blanche. D'ailleurs, je fais une parenthèse, la femme de Trump, quand son mari a pris la Maison Blanche, parce qu'elle est catholique, hein, sa femme, les premières choses qu'elle a faites, c'est d'exorciser la Maison Blanche. Mais oui, mais enfin, bon, quand vous êtes dans le milieu, vous comprenez qu'il pu se passer des choses là-dedans. Il y a par exemple Barack Obama, donc ça c'est Magaldi encore qui l'explique, comme Obama, bon c'est un homme du milieu, hein, on retrouvait la grand-mère, je ne sais quoi, dans la CIA, etc. Obama par exemple, avec son histoire d'actes de naissance falsifiés pour pouvoir se présenter donc à la présidentielle des États-Unis, il était tenu par Brzezinski et par ces gens-là pour pouvoir, en fait c'était son rôle c'était d'attiser le terrorisme dans le monde, de mener un combat contre le terrorisme, contre l'ISIS qui par ailleurs était créé par les superloges. Obama était complètement tenu par rapport à cette réalité de son acte de naissance falsifié. Il était tenu, enfin, il y a quantité de moyens pour tenir les hommes politiques. Donc tout ça, ça montre une chose, c'est qu'il y a 2 mandats
vous avez le mandat en démocratie qui compte et le mandat qui ne compte pas. Hein. Le mandat qui compte, c'est celui qui est donné par les loges, par la franc-maçonnerie, et celui qui ne compte pas, eh bien, c'est celui qui sort des urnes. Alors, comme on est dans un... Véritablement, hein, il faudrait que je parle du pédosatanisme, ce n'est pas le sujet. Mais on se rend bien compte que ces gens servent véritablement le démon. Ça, on ne peut pas l'ignorer quand on est dans les super loges. Et donc, vous avez comme ça des informations qui, pour moi, est tout à fait réelles, ou Barbara Bush donc est considérée comme étant la fille du grand mage sataniste Aleister Crowley. Barbara Bush, qui était donc la mère, enfin la mère de Bush fils, et la femme donc du 41e président américain. Donc c'est une chose qu'on trouve, elle est décédée en 2008, hein, mais dans les réseaux satanistes, ce sont des choses, hein. Vous avez un homme qui a beaucoup écrit là-dessus aux Pays-Bas, par exemple, c'est Robin de Ruyter, les 13 lignées sataniques. Les lignées sataniques, par exemple, cachent les filiations. Et puis vous retrouvez quelqu'un comme Clinton, on va vous dire, il a été adopté par une famille baptiste ou des trucs comme ça. Sur Walt Disney, par exemple, on ne connaît pas du tout le père, soi-disant. Ce sont des techniques qu'ont les Illuminati pour cacher véritablement leur puissance. Ils ne donnent pas les filiations. Mais quelquefois, ça ressurgit. Ça ressurgit, on voit par exemple, on va vous dire, Mitterrand est le cousin de la reine d'Angleterre. Bush est le cousin de la reine d'Angleterre. Donc ça, c'est de l'information qu'on vous balance. Et quand vous avez le décrypteur, quand vous avez la bonne grille de lecture, vous tiltez normalement sur ce genre d'infos. C'est la même chose avec Sarkozy. On va vous dire Sarkozy descend d'un berger qu'ils avaient comme parent commun 400 ans avant avec Hollande. Comme si on faisait les genres généalogiques des bergers il y a 400 ans. Mais ça, c'est de l'information qu'il faut décrypter. Donc cette histoire de Barbara Bush, pourquoi je la mets comme ça sur le devant, c'est parce qu'elle est logique. Je ne peux pas la prouver, mais elle est logique et je pense qu'elle est vraie. Donc qui serait donc la fille d'Aleister Crowley. Aleister Crowley qui était 33e grade de la franc-maçonnerie, ça il écrit dans un de ses livres qui s'appelle Confession, il sacrifiait plus de 150 enfants par an. C'est ça le satanisme. Le satanisme, ce sont des sacrifices humains, c'est du cannibalisme. Voilà. Voilà dans quoi trempe la franc-maçonnerie, dans quoi trempe notre milieu politique. Quand je vous parlais tout à l'heure de Benjamin Franklin, ce n'est pas un cas isolé. C'est au contraire, il y a un livre que j'ai écrit, c'était par exemple sur un maire extraordinaire à Vienne, qui 100 ans après sa mort reste le maire le plus populaire, qui avait refusé la moitié de son salaire, qui avait refusé des soins. C'est Karl Lueger. Ils ont débaptisé la seule rue en 2012 qui est restée à Vienne. Quand je présente cet homme politique, je dis, voilà, un maire qui n'est ni talmudiste, ni homosexuel, ni sataniste, ni franc-maçon. Bon, c'est une manière originale, on va dire, mais c'est pour bien rendre compte d'une chose, c'est que la République est véritablement l'empire de Satan. L'empire de Satan. Alors aujourd'hui, aux États-Unis, comme dans le monde entier, c'est cette loge dissidente qui mène le bal, c'est l'Hathor Pentalpha. Alors, Hathor, c'est en fait le nom de Isis, hein, Isis qui est la déesse funéraire de l'Égypte antique. Alors autant vous dire qu'on n'est pas dans le domaine du bon Dieu là. Hein. C'est pas une déesse qui vous mène au paradis, hein, je pense pas. C'est plutôt l'inverse. Et Pentalpha, donc, c'est le pentacle. Parce que le pentacle, c'est le signe de la franc-maçonnerie. Et vous avez, par exemple, une femme en Italie qui avait écrit une certaine Michele au début du siècle, qui racontait que le pentacle était cousu sur les uniformes pendant la Première Guerre mondiale des soldats italiens pour que le sang versé soit offert, en fait, à Lucifer et à la franc-maçonnerie. Mais des trucs comme ça, il y en a plein, hein, je veux dire. Enfin, des témoignages de la sorte. Hein.
D'ailleurs, Garibaldi était un sataniste, véritablement. Voilà. Donc cette super loge, la Torpinte Alpha, change la donne, c'est-à-dire c'est une super loge qui est considérée comme très belliciste, qui est à la pointe de la fondation des groupes terroristes comme Daesh, l'ISIS, et qui a été fondée par Bush. On comprend un peu mieux avec le 11 septembre. D'ailleurs, le 11 septembre 2001, si vous faites 11 ans avant, vous avez le 11 septembre 1990, et là, pour la première fois, vous avez un président américain qui parle du nouvel ordre mondial, et c'est Bush. Et c'est lui qui est le fondateur, avec d'autres personnes, de la Torpinte Alpha. Pourquoi? Parce qu'il a été une seule fois président américain, donc c'est le 41e président américain, son fils c'est le 43e, et on lui a refusé une seconde investiture, refusée par les super loges. Donc comme il n'a pas été content, c'est pour dire la puissance de cet homme, il a créé une super loge dissidente, et qui a pris le devant des autres super loges. Et pourquoi on lui a préféré Clinton, simplement, en 92. Donc il crée cette loge, cette super loge dissidente pour essayer de reprendre le pouvoir. Mais Magaldi dit qu'après, bon, il a été consolé parce que plus de 8 ans après, donc c'est son fils qui est devenu président américain pour 2 mandatures. Magaldi d'ailleurs, il était tellement soulagé, tellement content que même il parlait avec Clinton. Il n'en voulait pas. Mais comme il a participé aux mêmes soirées, style Eyes Wide Shut de Kubrick, je pense que bon... Enfin bon, ce sont des choses réelles, hein, bien entendu, qui sont très très tristes, bien sûr. Et alors, dans cette super loge à Torpinte Alpha, dont vous retrouvez comme fondateur George Bush Senior, le fils Jeb Bush, qui est le frère donc de George Bush Junior. Et on y retrouve beaucoup de talmudistes, pour ne pas trop vous faire de dessin, comme Donald Kagan, Robert Kagan, Douglas Face, Irving Kristol, William Kristol, Paul Wolfowitz, Richard Perle, Michel Leden, et puis d'autres personnes qui sont connues comme Samuel, qui ne sont pas juives en fait, Samuel Huntington, Dick Cheney, Donald Rumsfeld ont participé à la création de cette super loge. Ce sont vraiment des proches de la fin du clan Bush. Et en 97, vous avez par exemple dans cette loge Tony Blair qui y adhère. C'est-à-dire que Blair a toujours été présenté comme le caniche. Je crois qu'en anglais on appelait ça le Bush Poddy, que comme ça, le caniche de Bush. Et en fait, on voit bien qu'il était un homme qui appartient à l'élite sataniste de ce monde. D'ailleurs, si vous vous remémorez bien des choses, quand il y a un Anglais qui avait expliqué qu'en Irak, il n'y avait pas de production d'armes chimiques, par le Reich à l'époque, par Saddam Hussein, cet Anglais donc qui avait dit la vérité certainement, mais qui n'allait pas dans l'intérêt de Tony Blair, cet homme-là a été assassiné, il faut le retrouver en tout cas. Donc la Torpinte Alpha, comme je le disais, elle est particulièrement agressive. Elles sont toutes satanistes, mais il y a différents moyens d'arriver à l'avènement de l'Antéchrist, comme je vous le disais, ils sont divisés. Et vous avez effectivement des grands terroristes qui ont appartenu à la Torpinte Alpha, fondée par Bush. Alors vous avez celui qui est mort récemment en octobre 2019, c'est le calife de l'ISIS, c'est-à-dire Abu Bakr al-Baghdadi, qui avait été amené qui est un terroriste, et qui a été initié à la super loge, donc de la Torpinte Alpha,
bien qu'il ait été dans les prisons américaines de 2004 à 2019. Donc vous voyez, on est véritablement dans quelque chose du buesque, certainement pour faire c'est pouvoir possible, pour faire peut-être de la programmation mentale ou ces choses-là. Hein. Guantanamo, quand ils ont libéré des gens de Guantanamo, vous les retrouviez au Kenya comme chef d'une Ouma ou chef de groupe terroriste. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Alors, ce qu'écrit Magaldi, c'est tout à fait intéressant sur ce Abu Bakr al-Baghdadi. Il écrit, et là je le cite, hein, en 2009, après la fin du contrôle par la superloge belligérante Ator Pentalpha sur la Maison Blanche, donc il parle des supramaçons, ils s'occupèrent curieusement d'un obscur religieux et membre d'Al-Qaïda Irak qui, depuis 2004, était emprisonné comme dangereux terroriste. Entre guillemets, dangereux terroriste. Pour l'initier à leur loge. Pour qui a des yeux pour y voir, il est seulement effroyable que ces dirigeants politiques et militaires qui commandent des djihadistes portent des tabliers et sont initiés aux superloges Ator Pentalpha, Gebura, celle qui est au Vatican, Dering, celle où vous voulez adhérer Merkel, entre autres, Amun et Kompashta Rose. C'est-à-dire que c'est le grand cirque. Et ce que dit ensuite donc Rothkrantz, hein, en commentaire, la haine antichrétienne de ceux qui prient Satan, parce qu'on en est là, hein, dans les superloges, est bien plus grande que celle de ces jeunes fanatiques soi-disant serviteurs de l'islam. C'est exactement ce qu'on retrouve en Algérie, quand Charles X, en 1830, envoie une expédition là-bas, parce que bon, l'Algérie, ce qu'allait devenir l'Algérie, écume les mers, enfin bon, c'est quelque chose la Méditerranée est en totale insécurité. Et vous n'avez aucun imam. Vous parlez avec des pieds noirs ou des gens qui, même sur le tard, ont connu l'Algérie, c'est-à-dire dans les années 40, 50, où vous disiez il fallait pas grand-chose pour les convertir. Quand il y avait le Saint-Sacrement, ils se mettaient à genoux sur le passage du Saint-Sacrement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a été raconté par deux personnes qui étaient anciennement musulmanes et converties à la tradition catholique. Ils sont allés chercher des imams en Égypte pour islamiser tout simplement l'Algérie. Donc les mêmes qui ont fait ça il y a maintenant je vais dire 190 ans, ce sont les mêmes qui créent le terrorisme. Lucifer dicte ses ordres. Donc ces gens-là croient en Lucifer parce qu'ils exécutent des plans sur 300, 400 ans d'avance. Donc ils croient en du surnaturel. Mais ça, c'est ce que dit aussi des francs-maçons du 33e grade, il faut les écouter parler. Hein. Ils disent, on croit en Dieu, mais on le combat. Ça, c'est une chose qu'il faut dire. Hein. À un haut niveau, vous ne rencontrerez jamais une personne de athée. Tout le monde croit en Dieu. Sauf il y a ceux qui le servent et ceux qui le combattent. Ça, c'est clair. Et la seule religion qui est attaquée, on pourrait revenir, on le voit avec Calvin, avec Luther, c'est le catholicisme. Et ils sont arrivés en 1960 à faire ce que Calvin voulait faire, c'est la destruction de la messe. Et introduire des faux papes dans le Vatican. Ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés. Donc comme je le disais, les superloges tiennent effectivement les présidents américains en exercice et toute leur équipe, notamment, on le voit aujourd'hui, dans le conflit syrien ainsi que dans celui de l'Iran, de l'Ukraine. Alors on a une actualité avec l'Iran, avec la mort récemment du général Soleimani qui est tout à fait intéressante. Alors selon Magaldi et ses quatre intervenants, donc certainement Brzezinski, l'ISIS n'a rien d'islamiste, effectivement. Hein. On a beaucoup entendu de choses sur l'ISIS, quand ils étaient blessés, ils allaient se faire soigner en Israël, etc., etc. Mais c'est une organisation terroriste des rangs de la haute maçonnerie. Et tous les grands musulmans, comme Rachid Ghanouchi, qui était le représentant de l'islam ou du parti islamiste Ennahda en Tunisie, est un franc-maçon. Certainement des superloges donc progressistes d'après Magaldi, encore une fois. Vous avez par exemple l'ancien colonel qui s'appelle le colonel Coleman, qui était au service secret britannique, le MI6, qui écrit même que
les frères musulmans étaient dirigés par la franc-maçonnerie. La Turquie est secrètement liée à l'ISIS. On constate que 10 à 15% des combattants d'ISIS sont turcs. Mais comme par hasard, le président donc Erdogan, enfin, le premier ministre Erdogan, le premier ministre turc, appartient à l'Ator Pentalfa, d'après les archives, encore une fois, de Magaldi. Dans mon livre, j'explique comment on reconnaît très brièvement, je vais le dire, on reconnaît sur des photos des gens de la supramaçonnerie. C'est-à-dire ce sont des gestes qui existent, qui sont très discrets, mais d'une manière répétée, on voit qu'il y a une logique. Alors c'est l'index pointé en avant, le regard au-dessus des lunettes, l'index comme ça. Alors quand on vous envoie un, vous pouvez poser la question, mais ce n'est même pas un indice, c'est encore moins une preuve. À moins d'être complètement parano. Mais moi je me souviens d'une histoire, c'est quand Hollande s'était présenté à la présidentielle française, on se demandait mais pourquoi il se présente, il ne sera jamais élu. Il était tellement bas, effectivement, sa cote de popularité était tellement basse qu'on se demandait pourquoi. Et je me souviens que j'étais à Paris, il y avait sur des panneaux publicitaires des affichages de première page de magazines, et on voyait Hollande avec le regard dessus des lunettes, comme ça, faire ça, et là je me suis dit, il va être élu président. La vérité, voilà, c'est un témoignage que je vous livre, et donc vous avez ces supramaçons que vous retrouvez chaque fois avec ces signes, je me souviens pas de son nom, mais c'est ce qu'on retrouve avec le parti dit d'extrême droite en Espagne. Vous avez souvent le leader qui est représenté comme ça, ou avec des signes. C'est tout à fait intéressant, quoi. Donc ce sont des signes très discrets, bien entendu. On ne va pas faire quelque chose d'outrageant. Il faut que ce soit très discret. C'est-à-dire que la presse est de mèche pour relier ce genre d'image. Et ça a été étudié par le docteur Johannes Rothkrant dans... vous avez l'histoire de la poignée de main qui est très connue, mais vous avez aussi d'autres signes, bien entendu, où la supramaçonnerie, par la presse, voit un message qui est destiné. Vous avez aussi ce fameux signe de la main autour du cou, ou des choses comme ça. Je ne voulais pas m'attarder là-dessus, mais enfin bon, voilà. Donc la Turquie qui participe, effectivement, qui est liée avec l'ISIS, et c'est ce qu'on retrouve aussi avec l'Iran. Alors, Ahmadinejad, vous le retrouvez toujours avec ce genre de signes dans la presse, des signes supramaçonniques. Quand vous lisez Rivarol, je sais que Ahmadinejad était considéré comme une personne de descendance juive. Ça ne prouve rien. Mais d'après certains, donc, on serait dans la fabrication, en fait, d'un ennemi factice avec l'Iran pour créer une logique de troisième guerre mondiale, de choc des civilisations, tout simplement. Hein. Vous avez aussi, donc récemment, celui qui a été tué il y a une semaine en Irak, c'est le général iranien Rassem Soleimani. Le général iranien, voilà, tué dans un bombardement ordonné par les États-Unis. Donc là, on a l'impression que Trump est en train, comme il n'était pas prévu, Trump était là, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, a été investi par Brzezinski pour affaiblir Jeb Bush. Parce que c'est une lutte des supramaçonneries entre elles. Et Trump, en fait, est arrivé là où il devait arriver. Il n'était pas du tout prévu. Et on a l'impression que, parce qu'il connaît cette logique-là, il sait très bien que si lui-même n'est pas franc-maçon, et qu'il arrive au pouvoir donc dans la plus haute charge des États-Unis, qui est un fervent chrétien, hein, et on le voit même avec sa femme Mélanie Trump, comme je le disais, qui a une attitude qui est vraiment catholique. Si lui ne fait pas le ménage, il sait très bien que lorsqu'il ne sera plus protégé, c'est sa famille et lui qui vont prendre. Donc il est obligé de faire le ménage. Et il sait très bien que l'Iran est un cheval qui a été fabriqué de toutes pièces avec des gens comme Ahmadinejad, donc qui a été le président de la République islamiste donc de 2005 à 2013, où on pense qu'Ahmadinejad est là pour faire monter, bon, je dirais comme on dirait grossièrement, la sauce. Hein. Et donc tous ces gens-là, il est en train de on peut le penser avec Rassem Soleimani. Et donc j'ai regardé sur Internet, sur ce général
iranien, qui est mort donc il y a une semaine, vous le retrouvez exactement avec les mêmes signes, réservés à la... Alors, ça ne prouve rien, parce qu'il faut toujours être prudent, mais on ne peut pas évincer cette observation d'un revers de main. Ça serait trop bête. Vous retrouvez donc au sein de l'Iran des gens qui appartiennent au super loge. C'est le cas du Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, donc qui appartenait à la Free Eyes, à la super loge donc Free Eyes, Léviathan et Ibn Arabi, exactement comme le premier ministre donc en 53, Mohamed Messadeh, qui appartenait à la super loge Ibn Arabi. Donc ils sont ennemis entre eux, voilà. C'est-à-dire que la politique iranienne a été faite par les super loges. Et quand il a fallu passer à un autre stade, eh bien on y a mis des fous furieux, quoi. Alors ça, j'attire votre curiosité, votre attention là-dessus. Je pense que ça va vous intéresser. C'est maintenant, donc on était dans le dossier effectivement des super loges qui créent le terrorisme. Et maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que on est dans cette histoire donc des retraites en France, des pensions de retraite, etc., etc. Et donc là, encore une fois, où l'ouverture des dossiers ou la révélation des dossiers par Magaldi, ce travail de traduction qui est fait en amont par Rothkrantz et moi in fine, petit travailleur modeste. Vous avez Larry Fink, qui est le directeur au monde de BlackRock, dont on dit que c'est un grand investisseur, on va dire, pour les pensions de retraite, etc., etc. Et vous avez par exemple, tout à fait, donc Larry Fink a été reçu, ça vous pouvez prendre Le Monde, c'est partout, par Macron à l'Élysée. Et vous avez récemment le directeur de BlackRock France, qui est l'ancien directeur de Gaz de France, qui s'appelle Jean-François Cirelli, qui a été élevé par le Premier ministre actuel au grade d'officier de la Légion d'honneur. Alors je répète, quitte à être lourd, mais je vais être clair parce que c'est vraiment très intéressant. Donc Larry Fink, qui est le directeur mondial de BlackRock, qui s'intéresse donc cette société aux pensions de retraite, est reçu plusieurs fois par Macron. Et Jean-François Cirelli, lui, le directeur français, ancien directeur de Gaz de France, est fait officier de la Légion d'honneur par le Premier ministre. Enfin, Édouard Philippe, pour pas le nommer. Et Magaldi affirme que BlackRock est le plus grand financier de Daesh et de l'ISIS. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une république qui est en train de vouloir, parce qu'on pense que ces réunions ne sont pas fortuites, donnerait... Alors vous avez les syndicats qui défilent, bon eux, de toute façon, quand vous voyez leur tête... mais pour aller au-delà, c'est que on est en train de manifester pour les retraites, pendant que derrière, dans les alcôves, d'après les interprétations qui sont faites, on serait en train de brader ces retraites pour une société, selon Magaldi, qui est la principale financier du terrorisme mondial islamiste. Et ces gens-là sont reçus dans les plus hauts niveaux de la République. Ça, vous n'avez nulle part dans les informations. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Magaldi qui parle. Vous comprenez pourquoi il avait sorti le premier tome de 500 pages et les 4 autres, par exemple, et c'était seulement édité dans une maison d'édition maçonnique. Vous n'allez pas lâcher ça. Voilà le genre de révélation que vous avez. Voilà le travail des superloges. Alors bien entendu, derrière tout ça, derrière BlackRock, derrière Larry Fink, qui est un talmudiste, qui se joue des goy, ou des goïnes, comme vous voulez, vous retrouvez bien entendu les Rothschild. Ça c'est clair.
Donc voilà, ça c'était avec ce genre de lecture, voilà la compréhension qu'on peut avoir de l'actualité. Alors pour le Vatican, pas de surprise on va dire, hein, c'est toujours pareil. Ceux qui connaissent mes ouvrages savent très bien que je considère Vatican II comme, c'est pas moi qui le dis, c'est la Sainte Vierge, hein, à la Salette, comme le siège de l'Antéchrist, le siège de Satan. Vous avez des témoignages qui disent très bien que dans les caves du Vatican, enfin bon, etc., vous avez des crimes rituels, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas une surprise. Vous avez Don Luigi Villa qui a écrit là-dessus, Malachi Martin aussi, qui parlait 14 langues, dans La Maison battue par les vents, qui parle de ces choses-là. Vous avez quand Paul VI a été fait pape, hein, d'une manière complètement mensongère, c'était fabriqué. Normalement, c'était le cardinal Siri qui devait être pape. Il y a une rixe donc, au Vatican. Et quand Paul VI, d'origine juive, est fait pape, quelques mois après, vous avez une messe noire à la chapelle Sainte-Pauline au Vatican, reliée par téléphone avec une ville de Caroline du Sud, pour que il y avait un viol d'enfant qui... En fait, le décor c'était celui-là, il y avait des... donc c'est deux personnes qui parlent de ça, Malachi Martin qui a certainement été assassiné, et Don Luigi Villa qui est décédé de vieillesse il y a peut-être 10 ans, contre qui il y a eu plus de 10 tentatives d'attentat. Et donc vous avez les tentures, etc. sur les autels, tout était en noir, avec viol d'une gamine par deux évêques notamment. Et ça c'était pour introniser Paul VI comme le nouvel antéchrist. Donc voilà ce que c'est que le Vatican, je veux dire. Vous regardez la mitre de Benoît XVI, quand il a été fait pape en avril 2005, il porte le démon Pan sur sa mitre. Quelquefois c'est l'étoile de David, mais vous n'avez jamais sur la mitre de Benoît XVI une croix catholique. Et enfin bon, je vous renvoie à ce livre, Pédosatanisme et franc-maçonnerie. C'est tellement dense que on ne peut pas résumer. Mais ce Vatican, on ne peut pas être étonné quand on a cette connaissance de voir qu'il y a des superloges au Vatican. Alors Ecclesia, vous avez aussi la loge Guédoula, la superloge Guédoula, la superloge Montesquieu. À ces deux superloges, donc Guédoula et Montesquieu, a été initié par exemple Roncalli, le futur Jean 23, qui était pédosataniste d'ailleurs. Hein. Il y a eu des histoires en Bulgarie, etc., quand il était nonce là-bas. Et De Gaulle l'avait préféré, autant que je me souvienne, c'était un certain Valerio qui était nonce de Paris. Mais comme il était proche du maréchal Pétain, le général, enfin, le truc de Gaulle l'avait envoyé paître, enfin, s'en était débarrassé. Il avait pris donc le pédosataniste Roncalli, futur Jean 23, qui a été initié en 1940 à la loge Guédoula et ensuite en 49 à la superloge Montesquieu. Donc on voit bien, enfin, voilà, à qui on donne le pouvoir, alors qu'il y a eu pour Jean 23 des scandales énormes. Hein. Ça, j'insiste toujours, mais toujours, sur cette histoire de Vatican II, parce que Vatican II n'est pas l'Église. Ça, je fais une parenthèse là-dessus. Pour être vicaire du Christ, vous êtes obligé d'être un homme et d'être catholique. Être catholique, ça veut dire quoi? Être baptisé, fréquenter les sacrements, et ça veut dire croire au dogme de l'Église. Et ces gens-là ne croient pas au dogme de l'Église. Ils ne croient pas au dogme de l'Église, donc ils ne sont pas catholiques. Donc c'est pour ça qu'il faut, je le fais plus que jamais maintenant, toute cette tradition qui reconnaît, qui veut se rapprocher de ces papes, communie avec une église qui n'est pas catholique, parce qu'elle est dirigée par des imposteurs, et par des satanistes. On ne peut pas communier, que ce soit la Fraternité Saint-Pédis ou ailleurs, unacum, c'est-à-dire en lien avec des satanistes. C'est un blasphème par rapport à l'hostie. Ce sont des contre-églises inspirées par les superloges et par Satan. Il faut être très clair là-dessus. Et on le voit avec Paul VI. Vous avez donc un grand nombre de présidents français
qui adhèrent bien entendu aux superloges. Alors c'est le cas de François Hollande, qui appartenait à la Ferdinand Lassalle, superloge Ferdinand Lassalle, à la Fraternité Verte, Manuel Valls aussi, qui appartient à Dering, où avait été refusé, donc je le dis chaque fois, c'est pour faire une proportion, Dering, donc, où avait été refusé Merkel, mais qui adhérait à Percival, la même que donc Blavatsky. Donc, ouais, Valls qui appartient à Dering, à la superloge Edmund Burke, et à celle qui crée le terrorisme, que j'allais citer auparavant, Compass Star-Rose. Vous voyez qui sont nos hommes politiques avec ça. Hein. Vous avez aussi le président Giscard d'Estaing, qui lui appartenait à la Free Eyes. Et ça, c'est cette superloge qui dirige, et je vais vous donner les noms tout à l'heure, la CIA. Vous avez Nicolas Sarkozy, qui appartient lui à 4 superloges. Selon les révélations de Magaldi. Hein. Edmund Burke, Gebura, Atlantis Atheia, Pan-Europa. Pour le truc qu'on en a à l'heure actuelle, je pense que c'est dans ce ton-là, bien entendu. Hein. On est sur sur une logique. Hein. Donc ça, c'est la politique française. On a vu la politique américaine, la politique française, la politique européenne. Alors vous avez, d'ailleurs dans le second tome qui va sortir normalement en mars, toutes les fortunes en Allemagne appartiennent à des superloges. Tout ça, c'est carré là-dessus. Alors, pour les politiciens européens, vous avez Silvio Berlusconi, hein, qui était Premier ministre italien, qu'on a refusé pour les superloges, et qui a créé lui-même une superloge. Mais il n'a pas eu le succès de Bush qui avait créé Pentalpha, Hathor Pentalpha. Lui, il a créé Loggia del Drago, la loge du dragon, c'est-à-dire que, comme on l'a refusé, il s'est dit, mais je vais faire la mienne. Et manque de chance, c'est que les autres superloges ne l'ont pas reconnu. Donc c'est comme si c'était un coup d'épée dans l'eau, on peut dire. Alors qu'il avait reçu le soutien de Bush, malgré ça, d'après les révélations de Magaldi, donc il n'a pas été reçu donc dans les superloges, on va dire, dites légitimes. Donc vous retrouvez Merkel, donc qui naît, dont la mère est une certaine Kastner, donc on peut penser que c'est une juive polonaise. C'est très intéressant parce que lorsqu'on parle des juifs polonais comme le pape ou le pseudo-pape Jean-Paul II, qui est d'origine juive, tout de suite quand on parle de la Pologne, on pense au franquisme. C'est-à-dire cette branche illégale du judaïsme qui est sataniste. Donc après, Donc Merkel qui a été refusé donc de Dering, mais son ministre des Finances, qui faisait la pluie et le beau temps en Allemagne, je dirais, lui appartenait à tout. À Joseph de Maistre, donc, qui a été créé par Lénine, et à la superloge Dering, qui est peut-être la plus puissante. Vous avez la secte de théosophie qui a été créée par les superloges. La théosophie, en fait, c'est le satanisme. Hein. On le voit très simplement, par exemple, avec une figure de la société de théosophie, Alice Bailey, qui crée la Lucifer Trust et qui change de nom en 1922 pour s'appeler Lucy Trust pour plus de discrétion. Mais là, ce qu'il faut savoir, là-dessus, je fais une parenthèse encore pour montrer véritablement la pénétration dans la politique. La Lucifer Trust ou la Lucy Trust, en 1935, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement de la bonne volonté mondiale, qui siège à l'heure actuelle à l'ONU. Faites ça, mouvement de la bonne volonté mondiale qui sort, donc je répète, 1922, Lucifer Trust, qui crée, 13 ans après, la bonne volonté mondiale. Et la bonne volonté mondiale siège à l'heure actuelle à l'ONU. Mais à l'ONU, bon, on le voit, c'est... faut lire mon livre, la numérologie secrète de la synagogue de Satan. On est en plein dans la numérologie satanique avec l'ONU, avec le nombre 13, enfin, toutes ces choses-là, bref. En tout cas, la secte de théosophie, avec Blavatsky, alors, est créée par les superloges. Blavatsky, donc, est une sataniste de rang, hein.
comme Crowley, fut introduit dans la superloge Thomas Paine par Giuseppe Garibaldi, républicain donc italien. Alain sera expulsé avant de rejoindre une autre superloge, donc Parsifal, celle de Merkel, à laquelle adhère aujourd'hui la chancelière allemande, soi-disant, donc appartenant à la CDU, le parti soi-disant voilà chrétien allemand. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus. En Bavière, c'est la CSU qui est considérée comme parti catholique, qui a été créé par Strauss, et on dit que Strauss a été assassiné, mais qu'il était aussi franc-maçon. Mais en fait, ça ne veut pas dire parce que vous êtes franc-maçon, vous pouvez changer aussi. Hein, on a vu ça avec Mussolini. C'est un autre volet, mais on ne peut pas toujours arrêter une réflexion par rapport à une adhésion à la franc-maçonnerie. Napoléon a été franc-maçon. Ça n'a pas empêché à la fin de sa vie, à Sainte-Hélène, d'écrire des odes à Dieu dignes d'un saint. Il y a des gens qui ont des visions dans l'Église catholique, hein, de la vision des âmes, qui disent que Napoléon l'âme de Napoléon a été sauvée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tombée en enfer, contrairement à celle de Gaulle. C'est une histoire, ça, qui est racontée, qui est très sérieuse. C'est Yvonne, la femme de Gaulle, qui va voir Marthe Robin, qui se nourrit que d'un hostie par semaine. Vous savez, les 5 à fois se nourrissent que d'un hostie. Ça n'arrive qu'en Église catholique, c'est un fait. Ils ne boivent pas, ils ne mangent pas, mais ils prennent un hostie. Et Marthe Robin a ce don de vision des âmes. Et donc, Yvonne de Gaulle, qui est quand même une femme pieuse, d'après ce qu'on dit, certainement connaissant son mari, a quelques soucis, oui, effectivement. Et oui, parce qu'on disait que De Gaulle en Pologne, toute une histoire où il avait cocufié toute l'armée française, enfin, oui, tout un truc de... Mais enfin, ça c'est le moins grave, malheureusement. Et donc elle va voir Marthe Robin qui lui dit, l'âme de votre mari est tombée en enfer. C'est-à-dire, c'est le cadeau de la République. Quand vous prenez telle rue à Paris ou n'importe, 9 cas sur 10, ce sont des âmes de damnés que vous prenez, quoi. La rue du général, je ne sais quoi, bon, c'est comme ça. Enfin bref. Alors, ensuite, il y a Alice Bailey, qui est donc la fondatrice de la Lucifer 13, qui elle adhère à la superloge Thomas Paine. Et vous avez aussi donc grand nombre de gens qui sont des éminences, on va dire, de la théosophie, et qui appartiennent à des superloges. Donc, j'ai relevé quelques noms, hein, qui vont vous dire certainement quelque chose. C'est Annie Besant, Herbert George Wells. Comme ça qu'ils étaient au courant de choses qui allaient se passer aussi à l'avenir. 1984, c'est exactement cette histoire-là. L'auteur, effectivement, George Orwell, appartient à la franc-maçonnerie de haut niveau. Donc il sait les plans qui vont se réaliser. Et il lâche ça sous forme d'un roman. Et on voit bien que tout se passe. Vous avez George Bernard Shaw, qui est prix Nobel qui est irlandais, je crois, qui est prix Nobel de littérature en 1925. Alors Bernard Shaw, je me fais un petit régal, chaque fois je le dis, ça saisit un peu, était un partisan de la Terre plate. Beaucoup de gens des superloges sont des partisans de la Terre plate. Exactement la Terre comme elle est représentée sur le drapeau de l'ONU. Donc je vous laisse ça à vos recherches. Mais vous avez une vidéo sur mon site, Profide Catholica, où George Bernard Shaw, donc prix Nobel de littérature en 1925, dit, et ça c'est tout à fait intéressant, donc il parle de cette histoire, dans la lignée de cette histoire plate, il dit « Notre siècle est le siècle des superstitions, bien plus que l'époque du Moyen-Âge. » Ou à l'époque du Moyen-Âge, il disait que on n'était pas en proie des superstitions comme maintenant. Ça rejoint ce qui est écrit dans l'Évangile quand le Christ parle. Vous n'avez pas cru en ma parole, donc vous emprunterez des mauvais chemins. C'est ce qui est écrit dans l'Évangile. En fait, ça veut dire des chemins erronés. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est dans le cas des superloges, on en est là. Hein. C'est-à-dire que du moment que
les esprits ne sont plus éclairés, et ça j'attire l'attention là-dessus, par les sacrements, non plus cette connaissance de la religion catholique, qui est la seule religion des miracles. Les gens ne savent même plus ce que c'est qu'un miracle. On ne pratique plus, les âmes ne sont plus protégées. Donc effectivement, une âme qui meurt, une âme qui est aveuglée par le péché, même le péché mineur, hein, l'âme ne peut pas voir, elle n'est pas éclairée. Et à partir de là, ben vous êtes livré au reste, au domaine de l'erreur. Il n'y a qu'à choisir, il n'y a qu'à se servir, hein, je veux dire, il n'y a que ça. Donc, mais dans le domaine de l'erreur, c'est multiple, c'est-à-dire vous avez différents visages du démon, mais qui vous amènent dans des chemins erronés. Voilà, c'est... Et le démon est là pour agir, c'est-à-dire qu'il va vous mener sur cette fameuse, c'est ce qu'il dit, non serviam, je ne servirai pas. En parlant de Dieu, je ne servirai pas Dieu. Mais on sert une entité qui va nous rendre esclaves. Il n'y a pas plus libre que la personne, même si c'est dur au début, qui s'affranchit effectivement avec notre Seigneur. Il n'y a pas plus libre que il n'y a pas une vie plus agréable que celle qui se fait avec notre Seigneur. Vous imaginez, vous vivez en osmose avec Dieu, vous savez que vous avez la vie éternelle, tout ça vous le voyez. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Eh oui. Alors vous avez la paramaçonnerie après. Je vous disais que les super loges pouvaient se passer des loges, enfin des loges maçonniques. Et vous avez la paramaçonnerie qui est dessous, qui est entre les loges maçonniques, enfin qui est au-dessus des loges maçonniques et sous les super loges. Alors c'est par exemple le cas de l'Institut royal pour les affaires internationales en Angleterre, la RIIA, qui est en fait l'équivalent aux États-Unis du CFR. Hein. Donc ça c'est une paramaçonnerie, hein, qui est créée par la supramaçonnerie. Alors petit détail, ce qui a été relevé par Magaldi, il dit que Magaldi est italien, il parle de son pays, et il dit le premier ministre donc italien, donc Renzi, qui était donc président du Conseil des ministres de 2014 à 2016, avait visité en 2014 le président du CFR pour demander son adhésion au Léviathan, enfin la superloge Léviathan. Alors quand je parle de ça, à chaque fois je fais une bifurcation avec Jean-Marie Le Pen, qui avait été reçu en 87, ça c'est le journal La Montagne qui le dit, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais il a été reçu avec un Charles de Chambrun, c'est un député de droite, au CFR. Certainement, peut-être, pour être adoubé, pour avoir le droit de faire de la politique en France. En tout cas, s'il y a été, c'est pour une raison. Puisque vous avez quand même, comme je dis, ce Premier ministre italien Renzi, qui va au CFR pour demander l'autorisation d'adhérer à la superloge Léviathan. Vous voyez comme quoi les révélations de Magaldi, on y voit plus clair. Hein. Tout d'un suite, on a des... C'est plus que des lunettes, ce sont des jumelles. Ou des microscopes. Le groupe Bilderberg aussi, derrière on retrouve les Rockefeller, enfin bon, voilà tout ça. Qui est fondé en 1954 par deux superloges. Compass Star Rose, donc à laquelle appartient Sarkozy, et Pan-Europa, à laquelle appartient aussi Sarkozy. Et par des frères appartenant à d'autres superloges, etc. Vous avez donc les sociétés paramaçonniques, essentiellement c'est le Bohemian Club, qui est un club satanique, où on y adhère en versant une cotisation par an de 30 000 $. Ça c'est un écrivain allemand qui écrivait ça, enfin qui donnait cette information, ça s'appelle Frank Hills. Donc vous avez, c'est assez curieux, parce que il y a un dieu chouette en fait, il doit faire de 5 mètres de haut, et au pied de cette chouette, on fait une imitation, soi-disant, de sacrifice humain. Donc c'est en Californie, il y a une grande forêt de séquoias, et on se promène à poil, je dirais, les hommes politiques, c'est là où on retrouve tous les grands hommes politiques, les grands banquiers, etc. Et on y avait retrouvé,
faire un discours, vous l'avez sur internet, avec la chouette derrière, le chancelier allemand, qui est décédé il y a 3-4 ans, si je me souviens bien, Helmut Schmidt, qui se retrouve au Bohemian Club, qui est véritablement satanique, hein, et donc qui est le Bohemian Club qui a été créé en 1872 à San Francisco. Vous retrouvez les Bush, vous retrouvez tout le monde, il y a tout le gratin, je veux dire, pédosataniste, hein. Donc ça, voilà, ça appartient aux sociétés paramaçonniques. Donc vous avez le Bohemian Club, vous avez la Fabian Society, la Pilgrim Society en Grande-Bretagne, le Round Table Movement, donc le Royal Institute of International Affairs, donc l'équivalent, comme je vous disais, RIIA, l'équivalent du CFR pour les États-Unis. La Lucy Trust, hein, on en parlait tout à l'heure, le Tavistock Institute, qui aurait formé Hitler avant son existence, mais qui a formé les Beatles. C'est-à-dire que les Beatles, Adorno était un psychologue qui est décédé il y a quelques temps, enfin il y a quelques années, je veux dire, il y a peut-être 4-5 ans, je crois. Adorno, donc, appartenait au Tavistock Institute, et c'est lui qui faisait la musique des Beatles, qui servait donc effectivement au contrôle des masses. Il raconte ça, vous avez tout ça dans un de mes ouvrages sur les Illuminati. La Mount Pelerin Society, le Bilderberg, quand le Bilderberg, ça c'est une chose à savoir, c'est un détail, mais ça en dit long, quand le Bilderberg tient ses séances une fois par an, donc ça se fait en secret, vous avez un ministre italien qui a voulu voir les gens qui étaient là-dedans, on lui a cassé le nez, etc. Il n'était pas invité. Hein. Malheureusement, je ne me souviens plus du nom, mais en tout cas, les femmes de ménage des hôtels sont changées plusieurs mois avant. Donc c'est tenu très secret. C'est le Bilderberg qui donne les directions politiques qui vont être, qui vont mener le monde par la suite. Là où on va faire naître des crises, etc., etc., etc. Donc vous y retrouvez tout le gratin politique, y compris des gens considérés comme des gens de l'extrême droite, notamment Christoph Blocher, qui est le fondateur, en tout cas, est un milliardaire suisse, qui était le fondateur de l'UDC, et qui a assisté à deux séances du Bilderberg. Donc là, pour y être, il faut appartenir au club. Donc il y a la commission trilatérale, le groupe des 30, Bruegel, qui a été créé en 2005, le groupe Spinelli, créé en 2010, etc., etc. Enfin voilà, avec ça je pense qu'on a tout dit sur les sociétés paramaçonniques. Donc vous avez les super loges, vous avez, en fait, pour être très clair, vous avez les Rothschild, avec les 13 familles sataniques, on va dire. Vous retrouvez Guggenheim, Rockefeller, faites tout ce que vous voulez. Enfin, ces noms-là. Les grands banquiers de ce monde. Donc, vous avez Rothschild, les super loges, vous avez la paramaçonnerie, donc, avec ces sociétés, et vous avez, bien en dessous, les loges maçonniques, qui servent de courroie de transmission, qui servent de valet, on va dire, le valet de pisse, on va dire, des super loges et du reste, quoi. Tout à l'heure, je vous avais promis, donc, aussi de vous dire, par rapport à la CIA est complètement tenue par la superloge, notamment Free Eyes. Donc l'agence centrale du renseignement ou CIA, donc aux États-Unis, se tient donc de 1968 à 1991, c'est ce qu'explique Magaldi, sans interruption, sous la coupe de la superloge Free Eyes. Presque tous les nouveaux directeurs y appartiennent, à l'instar de Richard Helms, qui dirigea la CIA de 66 à 73, James Rodney Schlesinger, pareil, hein, Free Eyes, lui c'était en 73, donc je vais pas tous les nommer, mais il y a un cas qui est tout à fait intéressant, c'est celui de William Egan Colby, qui a été donc directeur de la CIA, Colby, de 73 à 76, et ensuite on y retrouve George Herbert Walker Bush, qui sera directeur de la CIA de 76 à 77. Alors c'est intéressant parce que Colby a fait une indiscrétion qui lui a coûté la vie. Même s'il était au superloge, il a dit quelque chose qu'il fallait pas. Il a dit, en parlant donc de Bush père,
Il est le seul Américain à ne pas savoir ce qu'il faisait le jour de l'assassinat de Kennedy. Donc le 22 novembre 1963, si j'ai bonne mémoire. Donc ça voulait dire très clairement que cet attentat a été préparé par Bush père. C'est logique par rapport c'est pas illogique par rapport au 11 septembre, etc. En tout cas, Kennedy, qui n'était pas franc-maçon, a été tué à Dallas, sur le 33e grade, sur le 33e parallèle nord, dans 33, on fait le lien, hein, par rapport à 11, là c'est on est dans la numérologie secrète maçonnique, hein. Sur une rue qui s'appelait Bloody Elm Street, qui veut dire rue de l'orme sanglant, 33e parallèle nord, et sur la place où il y a eu la première loge maçonnique à Dallas. Et tout ça, ça a été filmé par un talmudiste, un caméraman, donc c'est-à-dire que le monde entier a assisté à cette messe noire, on va dire, hein, où on tuait le chef, voilà, un peu comme l'histoire de... Bon, sauf que c'est différent, mais on a la même chose avec Louis XVI, hein, effectivement. Et donc, l'indiscrétion, donc, c'est là où le bon Dieu a ses surprises. Colby a commis cette indiscrétion-là, et après il s'est excusé, mais c'était trop tard, il a eu un accident de bateau qui lui a coûté la vie. Voilà, donc en fait, je termine sur cette note par rapport à la CIA, et la note d'espoir, hein, c'est toujours pareil, que je veux faire passer, c'est que Dieu se sert d'une minorité. La démocratie a besoin soi-disant d'une majorité, Dieu se sert d'une minorité agissante, c'est-à-dire que du jour au lendemain en France ou dans le monde, vous pouvez avoir un Padre Pio, ou que sais-je, ou une Jeanne d'Arc, ça fait partie des surprises, hein, ou des gens qui vont faire véritablement des miracles. On l'a vu avec Fatima au Portugal en 1917, Portugal qui allait sombrer dans le communisme, et l'histoire de Fatima, où on le voit encore en 1561 avec la Sainte Vierge de Guadalupe, qui est l'apparition la plus extraordinaire, hein, où il faut le dire, c'est sur les pigments, en fait, ne sont pas des pigments qui existent sur Terre. Quand on trouve même des notes de musique sur Notre-Dame de Guadalupe, on pense que ce sont des notes de musique du paradis. On entend les battements de cœur dans le ventre, enfin sur le ventre, et avec la technologie moderne, on trouve même le berger dans l'œil de la Sainte Vierge. Enfin bon, il faut véritablement regarder cette apparition de la Sainte Vierge à Guadalupe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers Guadalupe a fait des millions de catholiques, hein, l'apparition de Guadalupe. C'est-à-dire que Dieu se sert d'une minorité. Et c'est lui qui dirige les choses. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, ça c'est le thème qu'on va aborder demain sur le pouvoir de Satan, c'est que le démon porte pierre. C'est-à-dire que tout ce que fait le démon, c'est avec l'autorisation de Dieu, et c'est pour servir Dieu. Alors, on ne le voit pas comme ça à première vue, mais on ne doit pas être offusqué, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est écrit dans la Bible. Ça fait partie des prophéties. Donc nous, la seule chose que l'on a à faire, c'est de viser tout simplement notre salut éternel, de ne pas rentrer dans les histoires d'hommes, mais d'être véritablement en ordre avec Dieu, parce qu'on peut être rappelé à Dieu et être jugé dans une seconde, dans une heure, enfin que sais-je. Comme on dit, vous savez, les gens disent souvent, on ne vit qu'une fois. Il faut répondre souvent, oui, mais on meurt aussi qu'une fois. Voilà, je vous remercie de votre écoute.